Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Bonne fête internationale des droits des femmes à toutes les femmes du monde. Et tout de suite, voici les grands titres. Le Rwanda s'est joint ce mercredi 8 mars au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'Organisation internationale de la francophonie réaffirme que l'autonomisation des femmes et des filles est l'une de ses grandes priorités. Et à l'international, un accident de train a fait 2 morts et 16 blessés ce mardi dans la ville de Kilyub, c'est au nord du Caire. Nous allons y revenir. Mais pour l'instant, le Rwanda s'est joint ce mercredi 8 mars au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, dont les festivités au niveau national se sont déroulées dans le district de Nyagatare. C'est en province de l'Est. Les détails avec Kassim Youssouf. Des femmes en provenance d'un peu partout dans le pays, notamment les détentrices de différents projets d'artisanat et d'autres projets de femmes dont le commerce transnational, se sont rassemblées au stade de Nyagatare pour la célébration de cette journée. Les femmes détentrices des projets sont satisfaites de l'appui que le gouvernement leur apporte au quotidien pour qu'elles puissent élargir leurs activités. À l'occasion de cette journée internationale de la femme, l'ONU a exposé la particularité des projets des femmes qui avant pratiquaient la vente d'alcool frelaté dans le district de Nyagatare et qui actuellement sont rassemblés dans des coopératives pour qu'on puisse leur apporter facilement du soutien. Toujours à l'occasion de cette journée de la femme, des jeunes filles des écoles d'enseignement technique et professionnel ont procédé à l'exposition de leurs produits informatiques, notamment des nouveaux logiciels et des machines intelligentes. Différentes autorités, dont la ministre de la Technologie et de l'Innovation Ingabire Paoula et le gouverneur de la province de l'Est, Gassan Emmanuel, se sont joints aux femmes pour célébrer la Journée internationale des femmes sous le thème « L'inclusion numérique, l'innovation et les technologies pour l'égalité du genre ». À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Organisation internationale de la francophonie réaffirme que l'autonomisation des femmes et des filles est l'une de ses grandes priorités. Dans une interview récemment réalisée avec le journaliste Raphaël Kahn de France 24, la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mushikiwabo, a réaffirmé que la francophonie agit pour un accès égal des femmes et des filles au numérique et tient beaucoup à l'éducation de la jeune fille. Suivez. Parmi les priorités que vous avez souhaité mettre en avant, il y a donc la jeunesse, il y a également la question des femmes, la politique en faveur des femmes, l'éducation des filles, l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes en milieu rural notamment. Tout à fait. Vous savez, une organisation comme la nôtre, quand on parle de valeurs fondamentales, de ce qui nous définit, l'égalité homme-femme est une valeur absolument capitale. C'est une question de droit, mais c'est aussi une question d'économie, puisque on ne peut pas ignorer la moitié de sa population en termes de croissance économique, de participation. Vous savez, la femme est une vraie transformatrice de société. Et pour nous, en tant qu'organisation qui porte toutes ces valeurs-là, il est important qu'on puisse, dans notre travail, dans nos programmes de tous les jours, on reste une organisation assez modeste, en budget de 70 000 euros, par exemple, par an. Mais même avec ça, on peut faire beaucoup de choses, même si nous sommes beaucoup de pays. Et à la fois, l'éducation des filles, pour moi, en fait, une femme éduquée et une femme qui ne mendie pas est une femme qui est capable de mener tous les autres combats. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a la violence, il y a le manque d'accès à la finance, il y a l'épanouissement de la femme sur plusieurs points de vue, mais l'éducation est vraiment la base de tout ça. Parce qu'une femme éduquée
peut prendre des décisions bien informées pour sa propre vie, pour sa personne. Mais l'expérience aujourd'hui montre aussi que, en tout cas dans les pays africains que je connais bien, la femme s'occupe d'elle-même, mais de sa famille aussi, de sa communauté et du reste du monde. Et donc, ça n'aurait pas de sens qu'une organisation comme la nôtre ne mette pas un accent tout spécial sur à la fois l'éducation, mais aussi l'autonomisation économique des femmes. Nous avons aujourd'hui un fonds, la francophonie avec elle, que j'ai mis en place au début de la période Covid, pour soutenir les femmes, pour venir en aide, en tout cas rien que partiellement, aux femmes qui avaient perdu leurs moyens de survie à cause du confinement. Il y a beaucoup de pays de notre organisation où quand on ne sort pas de chez soi, on ne mange pas. Et donc, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui est un petit montant qu'on paye régulièrement ici à Paris au restaurant peut faire vivre une famille dans ces pays-là, surtout en milieu rural. Et la francophonie avec elle est un fonds que j'ai voulu aujourd'hui pérenniser au-delà de Covid et qui a montré, après 2 ans, beaucoup de bons résultats. Et ça contribue. Ce n'est qu'une contribution, mais une contribution importante. Et voilà, nous revenons dans nos studios. À présent, place à l'interview. Nous sommes avec une femme que vous connaissez. Carole Karemera est une actrice et danseuse musicienne rwandaise. Elle fait partie des femmes qui se sont fait un nom dans le monde du cinéma, surtout le cinéma international. Cette femme de 48 ans a commencé à jouer en 2002 et elle est apparue dans des films comme Sometimes in April, Black, Sons of Sons et beaucoup d'autres. Par le biais du cinéma, Karemera Carole a remporté plusieurs prix dans les journées théâtrales de Carthage en Tunisie. En 2007, Karemera Carole a fondé un centre d'art appelé Isho Art Center qui aide surtout les jeunes à développer leur talent. Bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes en tant que femme et aussi en tant qu'artiste. Vous pouvez un peu nous dire votre parcours, votre chemin, comment ça s'est passé, comment vous êtes-vous retrouvée dans l'art? C'est une très longue histoire. Mais tout d'abord, j'ai été exposée à l'art très tôt, quand j'étais jeune. Donc, j'ai eu des modèles féminins. J'ai grandi avec la troupe Imitari qui dansait, qui chantait quand on vivait en exil en Belgique. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des femmes fortes et des hommes qui croyaient aux femmes dans le domaine des arts, oui. D'accord. Dans certains de vos interviews, vous parlez aussi de votre grand-père qui vous a inspiré. Oui, c'est la première personne à m'avoir exposée de manière consciente à l'art, à m'avoir emmenée au théâtre quand j'avais 5 ans. Donc il y a des hommes dans mon parcours, évidemment, et il y a beaucoup de femmes. Dans le domaine du théâtre et du cinéma, j'ai eu l'occasion de travailler avec Marion Ancel, j'ai rencontré des grandes actrices comme Pamela Nomvete, j'ai admiré des metteurs en scène de théâtre comme Marie-Hélène Etienne qui travaille avec Peter Brook. Et j'ai toujours eu des femmes avec lesquelles je travaille sur scène, dans la production et dans le public et à la maison, qui m'ont toujours encouragée à faire ce métier-là. Donc, je suis très privilégiée. Tout à l'heure, nous parlions du film Sometimes in April. Vous êtes très connue à cause de ce film, surtout ici au Rwanda. Que vous évoque cette époque? C'est d'abord la rencontre cinématographique avec l'histoire du Rwanda. Un grand metteur en scène, donc Raoul Peck, m'a fait confiance pour ce film-là. Je ne sais pas si je suis plus connue pour le film ou bien pour l'acteur avec lequel je jouais, avec Idriss Elba. Mais ça a été un moment
de réel éclairement, où j'ai pu comprendre le pouvoir du cinéma dans une société comme la nôtre en reconstruction. Donc, comment est-ce que les récits politiques et les récits poétiques et cinématographiques peuvent vraiment converger pour raconter ce qu'est le présent à partir d'un événement aussi traumatique que celui du génocide contre les Tutsis au Rwanda. C'est vrai. Dans plusieurs des films qu'on trouve ici au Rwanda, ça parle plus du génocide, mais je pense qu'on a plus de choses à partager au monde en parlant du Rwanda, en parlant de l'Afrique en général. Comment ça se passe avec vous, les artistes, pour justement montrer cette image du Rwanda, de l'Afrique? Disons qu'aujourd'hui, au Rwanda, il y a une nouvelle génération d'artistes qui est extraordinairement douée, avec un sens de la responsabilité, qui est conscient de ce qui se passe dans le monde, quels sont leurs enjeux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ma génération, donc les plus âgés, notre travail, il est assez simple. C'est juste d'ouvrir des possibilités, d'en offrir, de créer, de rencontrer d'autres personnes. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui, à partir du Rwanda, sont capables de parler d'absolument tous les sujets dans le monde, sans jamais oublier qu'ils parlent à partir de l'Afrique, que ce soit dans le chant, dans le cinéma. On a une histoire très particulière, on a aussi une culture magnifique qui mérite d'être connue. Ouais. Je ne parle pas que de la culture traditionnelle, mais vraiment contemporaine. Et les récits du Rwanda, on a un présent comme n'importe quel autre pays d'Afrique, ça c'est sûr. Et si, évidemment, la question du génocide revient souvent en filigrane parce que c'est un événement majeur de notre histoire contemporaine, ça ne veut pas dire qu'elle doit être que le centre du récit et surtout des récits artistiques et culturels actuels. Ouais. Est-ce que des fois aussi vous montrez cette image de la femme rwandaise à travers vos œuvres théâtrales, cinématographiques? Oui, j'aime beaucoup parler des femmes en général et travailler avec des femmes. Oui, on a créé par exemple un spectacle avec une comédienne qui est congolaise, belge, Cecilia Kankonda, et avec une femme à l'écriture qui vient du Nigeria, Zainabou Diallo. On a créé vraiment un spectacle sur qu'est-ce qu'on se transmet de femme à femme dans le monde contemporain aujourd'hui. Au-delà d'apprendre à faire de la cuisine ou d'apprendre à élever des enfants, quel est notre véritable héritage et comment est-ce qu'on tisse une société plus respectueuse des femmes, plus à l'écoute des femmes et qui met les femmes au centre de toutes les intrigues, qu'elles soient policières, poétiques ou autres. Si nous observons le cinéma en général, le cinéma rwandais, il y a toujours, je dirais, un gap, un vide par rapport au nombre de femmes artistes. Selon vous, quelles sont les causes? Quelles sont les causes pour ce manque de nombre de femmes? Embrasser le métier artistique n'est pas évident parce que c'est un métier public. Et que dans notre conception de la famille, la femme n'est pas forcément le premier personnage public qu'on rencontre. Donc souvent des jeunes femmes, vous le savez aussi, dans le métier des médias aussi, c'est un métier public, donc vous êtes exposé. Et exposer une femme dans la conception parfois rwandaise, c'est exposer toute la famille. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça a évolué quand même, parce qu'on a des réalisatrices, Clémentine Dusabe-Jambo, on a des productrices, Yugi, etc., qui prennent de plus en plus leur place. Mais il faut la créer aussi pour elles. C'est-à-dire, de la même façon qu'on a travaillé au niveau du Parlement, on peut travailler de la même façon pour la commission du film. Au Rwanda Film Office, en s'assurant qu'au moins 50% des scénarios, des réalisatrices, des productrices, des actrices soient des femmes. Donc il faut une politique culturelle qui soit aussi volontariste et qui crée de l'espace parce que les femmes ont énormément de choses à dire. Et la façon dont les femmes peuvent dire les choses dans les arts est souvent très riche, ouvre beaucoup de perspectives et de dimensions, souvent pas forcément connues de nos sociétés à nous ici. Mais si on parle aussi de notre culture rwandaise, les filles, les femmes en général sont dites timides, elles ne s'ouvrent pas vraiment. Est-ce aussi, je dirais, une cause qui peuvent leur faire une barrière par rapport à l'entrée vers le cinéma, le théâtre, pourquoi pas? Je pense que la timidité des femmes rwandaises, elle est relative. C'est-à-dire que quand nous sommes entre nous, ça va. C'est plutôt, je dirais, un espace, celui du silence, où on a plus volontairement confiné les femmes que les hommes. La société rwandaise est une société aussi très codifiée, où on valorise la parole, et donc on ne la prend pas n'importe comment. Et ça, c'est très beau, c'est très important.
Mais c'est vrai que dans l'espace du silence, il y a beaucoup plus de femmes auxquelles on demande de prendre sur elles, de se taire, pour préserver la famille, la société, que les hommes. Donc, je pense que c'est à analyser ces causes-là et aussi à se dire peut-être que donner la parole aux femmes ne veut pas dire exposer les hommes. Ce n'est pas en contradiction, ce n'est pas en opposition. Ouais. Et que par le biais des arts, on peut tout dire sans heurter et sans mettre une partie de la société en marge, que ce soit les hommes, les enfants, les personnes âgées. Ouais. Je crois que toutes les personnes marginalisées, les femmes comme d'autres, ont un espace de parole restreint et qu'il faut l'ouvrir. En tant que femme dans le milieu culturel, quels sont les défis que vous rencontrez, je dirais, quotidiennement ou bien en général? Disons que particulièrement, on vient de terminer par exemple 2 festivals back-to-back. Il y avait Kuya Kwetu, qui est un festival qui est à 70% produit par des femmes. Et puis après, le Festival des rencontres littéraires, qui vient de se clôturer dimanche dernier. La difficulté, c'est que quand, par exemple, vous parlez de production de festival et que vous rencontrez les médias, les personnes pensent souvent que les femmes sont le numéro 2. Et donc, vous êtes assis avec un homme et l'homme doit expliquer qu'en fait, ce n'est pas lui qui dirige le festival, mais c'est vous. Donc, c'est vraiment par rapport aux a priori, aux préjugés inconscients que la société a, en se disant que les femmes sont toujours le numéro 2 et pas le numéro 1. Donc, quand vous vous positionnez comme chef de projet, comme directeur d'une boîte de production, directeur de festival, metteur en scène, il y a toujours « Ah, vous êtes... ah, c'est vous je pensais que... » Mais non, écoutez, c'est moi. Et donc, il y a vraiment cette barrière-là. Ensuite, la deuxième, c'est que beaucoup de gens pensent que quand on travaille dans le secteur des arts, on est plus facilement influençable, qu'on est moins sérieux, qu'on est plus marginaux, qu'on peut mettre en danger des valeurs de société. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que si je travaille avec une femme poétesse, autrice, il faut davantage de courage en étant femme pour embrasser la carrière artistique qu'en étant un homme. Mais en plus, il y a des obstacles invisibles, constants, dont il ne faut pas être naïve. Ils sont là. Et ça va jusqu'à être... à la tête d'une boîte de production à Hollywood et dans les médias ou comme dans la politique. Je veux dire, être une femme et se retrouver par exemple comme Madame Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce n'est jamais que la 2e femme en 60 ans. Donc c'est quand même peut-être un peu moins. Donc voilà, c'est tout un parcours. Et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui embrassent cette carrière-là. Mais il faut le faire avec prudence, avec pleine conscience et en sachant qu'il y aura éventuellement davantage de haies sur le parcours du sprinter qu'il y en aura pour les hommes. C'est vrai. Mais aussi, il y a toujours un problème d'infrastructure par rapport au monde culturel. Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, quand vous avez créé déjà Issio Arts? Comment ça s'est passé? Disons que c'est en dents de scie. Il y a parfois des progressions, des belles progressions pour le secteur des arts, et puis parfois ça redescend. C'est un peu les montagnes russes, c'est un peu à l'image de nos collines, il faut monter et puis on redescend. Notre problématique aux femmes de Issio, c'est pourquoi est-ce que ça ne continue pas de monter. Donc, autant au début, quand on a... C'est pas stagnant, il y a parfois des élans et puis après, ça redescend. Ça monte et ça redescend. Et la question de la politique culturelle, elle est fondamentale. Je sais que c'est un travail qui est en cours au ministère de la Culture. La question des infrastructures, elle est plus qu'importante parce qu'avoir des lieux culturels, c'est leur donner une présence et dire aux gens que la culture est importante pour nous. Dans la ville de Kigali, pour l'instant, ce sont des lieux qui existent, qui sont créés ad hoc par des artistes, des lieux alternatifs. Mais je pense que la culture ne devrait pas rester une alternative ou un side event, comme on dit dans les conférences, mais être placé volontairement au cœur de la société, donc avoir un théâtre national, une galerie nationale, une salle de concert nationale, comme dans les autres pays d'Afrique, et afin que le public tout entier se dise ça nous appartient, la culture est la nôtre, les arts sont des espaces où on peut s'exprimer, où on peut participer activement en tant que citoyen. Donc avec les femmes d'Issio, la question actuelle, c'est
Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se mette à la maçonnerie et construire aussi nous-mêmes notre espace culturel? C'est une discussion qui est vraiment en cours. Alors, Madame Carole, pour clôturer, quel est votre mot aux jeunes filles, femmes qui nous suivent en ce moment par rapport à cette journée internationale des droits de la femme? Alors, quel message est-ce que je pourrais adresser aux jeunes filles? La première, je dirais que le pouvoir qu'on peut donner aux femmes ne viendra jamais de l'extérieur, mais viendra toujours de l'intérieur de vous-même. La place que vous aurez dans la société, l'estime que vous aurez de vous, ne peut venir que de vous et de la valeur que vous vous accordez. Ouais. Et ensuite, l'épanouissement, quel que soit le métier, quelle que soit la place dans la société que vous aurez, cet épanouissement, idéalement, il faudrait que vous ne le deviez qu'à vous-même et aux femmes autour de vous. Cultivez les cercles de femmes, des cercles vertueux, des cercles de femmes qui valorisent le travail et qui peuvent vous aider à grandir en tant que femme, en tant que sœur, en tant que mère et en tant que pionnière dans vos domaines. Ah, de très bons conseils. Merci beaucoup, Carole. Merci, nous rappelons que c'est une actrice, musicienne qui œuvre dans le monde de l'art, du monde culturel en général. Nous vous remercions. Merci aussi. Le procureur dans l'affaire Félicien Kabuga, qui se poursuit à La Haye, aux Pays-Bas, rejette la demande de la défense de Kabuga, qui souhaite l'arrêt du procès contre son client sous prétexte que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre le procès. Suivez. La demande d'arrêter complètement la procédure contre Félicien Kabuga en cours au mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux a été introduite ce 8 mars par l'avocat principal de Kabuga, maître Emmanuel Artit. Ce dernier a indiqué à la Cour que Kabuga souffrirait d'une démence permanente. Entendez par là cette maladie dans laquelle sont atteintes les fonctions cognitives et mentales. La démence touche graduellement la mémoire, les aptitudes de réflexion, l'orientation temporelle et dans l'espace, ainsi que la capacité de reconnaître les personnes et les objets. Et à Maître Artit de dire que poursuivre le procès de Kabuga dans cet état serait un simulacre de procès selon ces termes. L'accusation pour sa part a répliqué que le rapport sur lequel s'appuie Maître Artit est trop court, seulement 3 pages, pour occasionner un éventuel arrêt de la procédure et que Kabuga a été examiné après qu'il était déjà malade. Pour l'accusation, l'information présentée dans ce rapport est insuffisante pour déterminer si Kabuga est apte à poursuivre son procès ou pas. Pour l'accusation, en cas de besoin, le procès serait suspendu temporairement en attendant que Kabuga recouvre sa santé. Le juge président l'écossais Bonomi a par ailleurs demandé à Maître Artit, une fois libéré, où irait Kabuga, étant donné que par le passé, les personnes relâchées par le tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie ont eu du mal à trouver des pays d'accueil. Et à Maître Artit de dire que Kabuga, de nationalité rwandaise, pourrait regagner l'un ou l'autre État où se trouvent les membres de sa famille, ajoutant que c'est pourtant une question à laquelle il n'a pas encore pensé avec son client. Le juge a également demandé à la défense de Kabuga si elle a évoqué avec son client la question de savoir s'il serait prêt à rester en détention s'il ne trouvait pas de pays d'accueil, une question à laquelle Maître Artit n'a pas non plus trouvé de réponse. L'audience a été ajournée jusqu'à ce jeudi et la Cour décidera si le témoin de l'accusation qui avait débuté sa déposition la semaine passée doit continuer ou pas. Le juge a également indiqué qu'un ordre sera publié le plus vite possible pour déterminer comment le procès va continuer. Arrêté en France en mai 2020, Félicien Kabuga a comparu le 26 septembre 2022 devant le mécanisme résiduel des tribunaux pénaux internationaux à La Haye aux Pays-Bas. Présenté par l'accusation comme le financier qui a rendu possible le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, Félicien Kabuga est inculpé de 6 chefs d'accusation: crime de génocide, crime d'incitation directe et publique à commettre le génocide, d'entente en vue de commettre le génocide et de 3 chefs de crimes contre l'humanité, persécution pour des motifs politiques, extermination et meurtre. Jean-Thomas Senimani Chimé pour la télévision rwandaise.
Les habitants du centre de Busoro, dans le secteur de Nyamnyumba, en district de Ruavu, apprécient beaucoup que l'usine d'extraction du gaz méthane du lac Kivu exerce sur leur quotidien. Ils indiquent n'avoir à envier à la ville de Gisenyi parce qu'ils ont tout à leur proximité et que leurs terres ont acquis plus de valeur. Kassim Youssouf pour les détails. Mounanira Boniface dépendait pour sa subsistance à des petits boulots du secteur informel glanés ici et là dans la ville de Gisenyi. Il est cependant rentré chez lui à Busoro parce qu'on y trouve actuellement différentes infrastructures dont l'usine d'extraction de gaz méthane du lac Kivu qui pourvoit de l'emploi aux habitants de Busoro. Si j'ai quitté la ville pour revenir ici, c'est que je trouve que les choses commencent à s'améliorer. Il est évident que si aujourd'hui il y a de l'eau et que je suis plombier, certainement que je serai là pour répondre aux besoins de ceux qui veulent faire le raccordement à l'eau de leur maison. Ici, tout près, on est en train de construire un hôtel avec piscine. Cela veut dire que j'ai là où trouver de l'emploi. Même si je ne trouve pas quoi faire dans l'immédiat, la vie commence à devenir facile. Nous sommes revenus au Bercail pour que nous puissions contribuer au développement de notre centre. À côté de l'usine d'extraction du gaz méthane, on trouve d'autres infrastructures touristiques au bord du lac Kivu qui ont fait que les terres ont acquis une grande valeur économique suite à leur rareté. Les activités touristiques qu'on y trouve permettent aux habitants d'avoir de l'emploi. Il y a d'abord la route et c'est au bord du lac. Vous comprenez que celui qui vendait sa terre pour l'agriculture, c'est différent que la céder aux investisseurs qui vont construire des immeubles commerciaux. Cela fait que les terres ont acquis plus de valeur. Nous avons beaucoup apprécié l'investisseur qui est venu. Il nous a permis d'avoir la mutuelle de santé. Il nous a donné du travail et nous progressons davantage. Nous avons maintenant du bétail et nous ne sommes pas affamés. Nous consommons ici l'eau du lac Kivu et c'est grâce à lui que nous avons l'eau potable. On va chez lui et on trouve de l'eau. Les travaux de construction de l'usine d'extraction du gaz méthane du lac Kivu ont débuté en 2018 et l'usine aura une capacité de production de 56 MW, mais elle va commencer avec 17. L'objectif du Rwanda est qu'en 2024, tous les ménages aient accès à l'électricité. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Moi-même, Michaela Dokunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et encore une fois, bonne fête de la Journée internationale des droits des femmes.